interroger avec vous encore sur la question suivante: pourquoi s'intéresser aux poissons des lacs et des rivières? Alors bien sûr, il y a le plaisir de la pêche à la ligne, comme l'indique ici cette première image, mais il y a aussi que, avec plus de 30 000 espèces, les poissons représentent la moitié des vertébrés qui sont présents sur le globe. Autrement dit, il y a autant d'espèces de poissons qu'il y a d'espèces d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens, de mammifères réunis. Et sur ces 30 000 espèces, on peut dire que 80% ce sont des espèces de lacs et de rivières. 80% ce sont des espèces d'eau douce. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup plus d'espèces d'eau douce, de poissons en eau douce comme milieu marin. Alors que les eaux douces occupent à peu près 2% des milieux terrestres et les eaux marines 70%. Et puis il faut ajouter, il faut ajouter que les poissons des lacs et des rivières, ça représente l'essentiel des protéines qui sont nécessaires aux populations les plus pauvres de la planète, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et cette pratique de la pêche à la ligne, elle ne date pas d'hier, elle remonte aux origines de nos civilisations. Et on en trouve ici, par exemple, sur ce bas-relief du tombeau, on en trouve un exemple sur ce bas-relief du tombeau du vizir d'un pharaon qui vivait en Égypte il y a 4500 ans. Et vous pouvez reconnaître ici un filet, attendez, je m'adapte, mais j'y arriverai, un filet, pêche, ici des hameçons, et même la fameuse perche du Nil. Et puis il y a aussi la fascination des grandes tailles. C'est une fascination qui est commune aux pêcheurs et aux biologistes. Et à tel point que ce biologiste, Zaid Bogam, il a passé toute une partie de sa carrière à étudier et à protéger les espèces de rivières et de lacs qui étaient les plus grandes. Et pour lui, les espèces les plus grandes, ça voulait dire des espèces qui avaient au moins 1 mètre de long, vous voyez les pêcheurs, et qui pesaient plus de 100 kilos. Et vous en avez là quelques exemplaires avec la truite géante d'Eurasie, avec l'arapaima de l'Amazonie, qui a ce rostre là, que vous voyez en bas, avec aussi la raie géante et le poisson-chat géant du Mékong. Donc, fascination des grandes tailles. Fascination aussi pour les couleurs, les formes, les comportements des groupies d'aquarium. Vous voyez que c'est quand même extrêmement joli. Les groupies dont nous reparlerons d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Mais alors, quand on est un biologiste, y compris un biologiste en blouse blanche, pourquoi s'intéresser aux poissons des lacs et des rivières? Eh bien, il me semble qu'on peut donner 3 raisons. 3 raisons qui vont former les 3 parties de mon exposé. D'abord, les poissons évoluent. C'est une première raison. Ensuite, les poissons, ou plus exactement, nous influençons cette évolution des poissons. Et enfin, troisième raison, cette évolution, elle nous renvoie à notre propre évolution. Alors, voyons donc la première partie des poissons qui évoluent, ou plus précisément, comment les poissons évoluent-ils. Avec cette image ici d'un périophthalme, qui est ce petit poisson africain qui est capable de marcher sur la vase, ou même de sauter sur les rochers, on l'appelle encore le poisson grenouille, et même de grimper sur les branches les plus basses des arbres dans les mangroves. Ce petit poisson-là, il nous en rappelle un autre poisson, beaucoup plus grand, qui lui vivait au Dévonien, et qui marque le passage de la vie aquatique à la vie terrestre. On l'appelait le grand poisson des basses eaux. Et on l'a appelé le grand poisson des basses eaux. Mais l'évolution dont je voudrais vous parler, parce que ça date de Dévonien de près de 375 millions d'années, et l'évolution dont je voudrais vous parler, elle est beaucoup plus récente. Et je voudrais vous en parler en vous racontant 2 histoires. D'abord, l'histoire de la diversification des poissons cyclides dans les lacs de l'Afrique de l'Est, et ensuite l'histoire de l'évolution contemporaine des groupies dans les rivières des Caraïbes. Donc je vous invite à 2 voyages, d'abord en Afrique de l'Est et ensuite dans les Caraïbes. Alors l'Afrique de l'Est d'abord. Ces lacs de l'Afrique de l'Est, ils sont tous situés dans une vallée qu'on appelle la vallée du Grand Rift, qui est une vallée qui a été rendue célèbre entre autres par les travaux d'Yves Coppens et aussi par la présence ou la découverte de Lucie, qui est, vous le savez, notre ancêtre à tous.
Eh bien, ces lacs, ils comprennent un nombre étonnant d'espèces de poissons appartenant à la même famille, la famille des cichlides. Et les cercles que vous voyez ici en bleu, ils correspondent, sont proportionnels au nombre d'espèces qu'on va trouver dans chaque lac. On trouve 800 espèces de cichlides dans le lac Malawi, on en trouve 600 dans le lac Victoria, 250 dans le Tanganyika, moins dans les 4 autres lacs, Albert, Edward et Kivu. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins grands. Et à titre de comparaison, il faut dire que nos grands lacs alpins, qui eux ont eu à subir les grandes glaciations du quaternaire, contrairement au lac africain, bien nos grands lacs alpins, ils ne comprennent que quelques dizaines d'espèces. Vous voyez la différence. Alors ces deux posters ici vous donnent une première idée de la diversité des cichlides dans deux de ces lacs, le lac Malawi et le lac Tanganyika. Et plus largement, on peut dire qu'avec environ 2500 espèces, les cichlides représentent la famille de vertébrés la plus nombreuse sur Terre. Et cette diversification, qui est une diversification extraordinaire, elle s'est produite en moins de 15 000 ans. Et elle s'est produite selon des modalités qui sont parfois différentes, et je voudrais vous en donner deux exemples pour commencer. Le premier exemple, c'est celui des cichlides arracheurs d'écailles. On les appelle des périssodus. Alors ces poissons, les périssodus, ils attaquent leur proie, leur victime, depuis l'arrière, et ils viennent arracher l'écaille en le frappant en oblique, soit sur le flanc gauche, soit sur le flanc droit. Et ils vont se nourrir de cette écaille. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ces poissons périssodus, ils ont la bouche de travers. Ils ont la bouche de travers, mais pas de la même façon. Il y en a qui ont la bouche de travers vers la droite et d'autres qui ont la bouche de travers vers la gauche. C'est un peu comme les dalus, mais là, c'est des espèces réelles. Et alors, les périssodus droitiers, ils vont attaquer leur proie depuis l'arrière du flanc gauche et les gauchers depuis l'arrière du flanc droit. Et ce qui est encore plus extraordinaire, quand on regarde une population de ces poissons, périssodus, on voit que dans les populations naturelles, on a à peu près le même nombre de droitiers que de gauchers. Il pourrait y avoir davantage de droitiers que de gauchers, non, il y en a à peu près pareil. On s'est longtemps demandé pourquoi. Eh bien, la réponse, elle est donnée par la victime. Imaginez que vous soyez un poisson à qui on vient arracher une écaille sur le flanc gauche. Vous allez vous méfier, vous allez faire attention à ce flanc gauche. Et ce faisant, vous allez plutôt négliger le flanc droit. Et alors, ceux qui ont la bouche de travers de l'autre côté, ils vont en profiter. Ils vont arracher leur écaille, ils vont pouvoir s'en nourrir, survivre et se reproduire. Et c'est de cette façon qu'au fil des générations, il y a un équilibre qui se produit, et il y a à peu près autant de droitiers que de gauchers chez les périssodus. Ça, c'est mon premier exemple. Le deuxième exemple, c'est celui des cichlides aspirateurs d'invertébrés. Les cichlides d'invertébrés, la première chose qu'on voit en regardant ces poissons, ce sont leurs lèvres. Ce sont des lèvres épaisses, gonflées, pulpeuses, au point que certains collègues ont cru pouvoir les appeler les Angelina Jolie des lacs d'Afrique de l'Est. Très correct politiquement, mais en fait, en fait, ces lèvres, elles leur servent à aspirer les invertébrés qui sont cachés dans le fond des crevasses, dans les anfractuosités de rochers, par succion. Et ce trait, cette caractéristique, on la retrouve chez différentes espèces. Donc, vous voyez ici 3 espèces. On la trouve chez différentes espèces qui ont évolué séparément les unes des autres, qui ont évolué en parallèle dans les 3 grands lacs, Victoria, Tanganyika et Malawi. Et ce parallélisme des formations, des caractéristiques de ces poissons, on les retrouve pour les autres types de spécialisation. Ce parallélisme, on le retrouve pour les arracheurs d'écailles et les aspirateurs d'invertébrés, que j'ai écrit ici en rouge et qu'on va retrouver dans les 3 lacs Victoria, Tanganyika et Malawi, mais on les retrouve aussi pour les autres spécialisations. On les retrouve pour les filtreurs de zooplancton, pour les racleurs d'algues, les mangeurs de juvéniles, pour ceux qui broient les coquilles de mollusques, les filtreurs de plancton, etc., etc. Et alors, ces spécialisations, vous voyez bien, ce sont des hyper-spécialisations. Et vous connaissez tous le piège de l'hyperspécialisation. Le piège de l'hyperspécialisation, c'est que elle est utile, elle est très avantageuse, l'hyperspécialisation, tant que la nourriture pour laquelle on est hyperspécialisé est abondante, mais ça devient un désavantage fatal dès que cette nourriture vient à manquer. Et la question qu'on peut se poser, c'est, au fond,
fond, ces cyclides-là, qui se sont spécialisés, hyper spécialisés comme ça, qui vivent depuis 15 000 ans, comment ils ont fait pour ne pas tomber dans le piège de l'hyperspécialisation? Eh bien, la réponse, elle est que ces cyclides, ils ont une botte secrète, un peu comme certains escrimeurs. Une botte secrète qui sont les seuls poissons dont tout ça peut se vivre. Ils ont une seconde paire de mâchoires au fond de la gorge. On appelle ça une mâchoire pharyngienne. Et tout aliment qui est saisi et transformé par... Non, c'est pas ça, qui est saisi et transformé donc par cette mâchoire de la bouche, il peut l'être aussi par la mâchoire du fond de la gorge. Et le poisson, il peut être spécialisé pour un certain type de nourriture par sa mâchoire de la bouche et pour un autre type de nourriture pour sa mâchoire, pour d'autres types pour sa mâchoire de la gorge. Ce qui fait que les cyclides, ça peut être des spécialistes grâce à la mâchoire de la bouche, mais en même temps des généralistes grâce à la mâchoire du fond de la gorge. Au fond, ils ont une mâchoire de sauvegarde. Alors cette mâchoire de sauvegarde, c'est très intéressant. Elle nous explique bien pourquoi ils ne sont pas tombés dans le piège de l'hyperspécialisation. Mais elle ne nous explique pas pourquoi il y a tant de nouveautés évolutives chez cette famille de cyclides. De nouveautés évolutives qui se sont produites dans 15 000 ans et séparément dans les trois grands lacs. Et pour comprendre ça, il faut faire appel à une théorie, qu'on appelle la théorie de la radiation évolutive. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette théorie? Elle nous dit que, à partir d'un ancêtre grand A, un ancêtre commun grand A, tout un éventail de diversité, de spécification, de spéciation, pardon, peut se produire de manière à exploiter au maximum toutes les ressources possibles et imaginables offertes par l'environnement. Et donc cette explosion d'espèces. Et c'est ainsi que vous pouvez avoir ici des spécialistes d'algues sur les rochers, d'autres des insectes des fonds rocheux ou des fonds vaseux, ou bien ceux qui broient les coquilles ou ceux qui filtrent le zooplancton. Mais alors, il y a deux questions qui se posent. La première question, c'est, au fond, quel est cet ancêtre commun pour les cyclides? Et la deuxième question, c'est quels sont les mécanismes de cette diversification extraordinaire dont les cyclides. Voyons donc d'abord la première question, l'ancêtre commun. Alors un article qui est paru maintenant il y a 2 ans dans notre communication nous rappelle que le supergroupe de la région du lac Victoria tire son origine finalement de 2 lignées distinctes. Une première lignée qui est celle des poissons du Nil supérieur, des rivières du bassin du Nil supérieur. Elle est indiquée ici par ce triangle bleu. Et une autre lignée qui est formée par des poissons qui viennent des rivières du bassin du Congo, c'est la lignée congolaise, elle est formée par le triangle rouge. Et ces 2 lignées, elles ont évolué indépendamment l'une de l'autre pendant plus d'1 million d'années dans les rivières de l'Afrique, jusqu'au moment où elles se sont hybridées aux environs du lac Victoria. Et cette hybridation, elle a donné naissance à tout cet éventail d'adaptation que j'ai représenté ici sur fond gris et qui a produit plus de 700 espèces en 15 000 ans. Pourquoi? Eh bien parce que cette adaptation, elle est à l'origine d'un degré exceptionnel de variation génétique qui a trouvé à s'exprimer grâce aux différentes niches écologiques qui étaient offertes par les grands lacs de l'Afrique de l'Est. Alors, la question qu'on peut ensuite se poser, c'est comment expliquer ce degré exceptionnel de variation génétique. Eh bien, en 2014 maintenant, il y a tout un ensemble international de 27 laboratoires, dont 3 Français, qui ont donné un début de réponse à cette question. Et les chercheurs de ce laboratoire, ils ont entrepris de séquencer le génome des cyclides, de manière à pouvoir accéder aux particularités qui faisaient que ces cyclides pouvaient survivre et se reproduire. Et ils ont comme cela séquencé le génome de 5 espèces de cyclides, qui sont indiquées ici en rouge en différentes positions sur l'arbre phénotype des cyclides. Il y a là 2 espèces de rivières, en haut le Niloticus, qui vient du Nil, donc, plus avant-dernier en bas le Bertoni qui lui vient du Congo, et les 3 autres espèces sont des espèces de lacs. Elles viennent respectivement du Tanganyika, du Malawi et du Victoria. Et nos chercheurs, ils ont pu ainsi accéder donc à l'information génétique qui produisait ces différents mécanismes de diversification. Ou plus exactement, ils ont pu comprendre
comprendre quelles étaient les particularités du génome des cyclides qui avaient permis ces mécanismes de diversification. Alors, quels sont-ils, ces mécanismes de diversification? Je dirais que, très rapidement, qu'ils sont d'abord, il s'agit de l'abondance, d'une triple abondance. D'abord, abondance de mutation dans le temps, au fil du temps, beaucoup plus importante que dans d'autres familles voisines, avec de nombreux gènes soumis à des pressions de sélection. Ensuite, abondance de duplication de gènes, avec de nombreuses copies de gènes, et sur ce nombre, des erreurs, bien entendu, des modifications, des copies différentes du gène d'origine. Et puis, troisième type d'abondance, abondance de réinsertion de gènes, à partir de ce qu'on appelle les gènes sauteurs, qui peuvent changer de position et venir se replacer à côté d'un autre gène dont ils vont modifier la fonction. Ça, c'est les trois principaux caractères génétiques. Il faut y ajouter deux autres caractères, deux autres mécanismes de diversification qui sont, à mon avis, tout aussi importants. C'est d'abord le fait que certaines variations génétiques anciennes qui s'étaient éteintes sont conservées dans le génome, prêtes à refaire surface. Et c'est le cas pour les lèvres hypertrophiées de nos aspirateurs de tout à l'heure, c'est le cas aussi des bouches dissymétriques de nos arracheurs d'écailles. Ces traits-là, ils ne sont pas apparus au hasard, séparément dans les trois grands lacs. Ces traits, ils ont le même gène ancestral qui a trouvé à s'exprimer grâce à de nouvelles opportunités écologiques trouvées dans les trois grands lacs, Victoria, Tanganyika et Malawi. Et c'est là mon cinquième mécanisme, les opportunités écologiques qui sont offertes par ces lacs à cause du nombre et de la variation des niches écologiques qu'ils peuvent apporter. Et donc, cette diversification extraordinaire des cyclides, elle tient à tout cet ensemble de mécanismes, depuis les mutations jusqu'aux opportunités écologiques. Et cette diversification, elle s'est faite en 15 000 ans. En 15 000 ans, ce qui est vraiment très peu comparé à la profondeur des temps géologiques. Ce qui est très peu, par exemple, par rapport aux Dévoniens. Je vous dis tout à l'heure, le Dévonien, c'était 375 millions d'années. 15 millions à côté, c'est rien. Eh bien, ma deuxième histoire d'évolution du poisson, elle porte sur une évolution qui est encore plus récente. C'est l'évolution des guppies. L'évolution contemporaine des guppies dans les rivières des Caraïbes. Alors vous avez là deux spécimens de guppies. En haut, c'est un lac, c'est un mâle. Il est coloré de manière à attirer l'attention des femelles. Il mesure à peu près 1,5 cm. La femelle, elle est un peu plus grande, elle est plus terne. C'est comme ça chez les guppies, les femelles sont plus ternes. Mais c'est les femelles qui vont choisir leur partenaire mâle. Et donc, notre petit goupille, là, il se pare de taches colorées de manière à attirer l'attention des femelles. Mais en même temps qu'il attire l'attention des femelles, il va attirer l'attention du prédateur. Et c'est là tout le dilemme, c'est le grand dilemme des petits guppies mâles. Ou bien être remarqué et pouvoir se reproduire, mais au risque d'être dévoré, ou bien être camouflé pour ne pas être dévoré, mais au risque de ne pas pouvoir se reproduire. Alors comment arrive-t-il à se sortir de ce dilemme? Et ils arrivent à se sortir de ce dilemme en évoluant rapidement et en évoluant au fil des circonstances, au gré des circonstances. Alors il y a là une expérience que je trouve sensationnelle. Elle a été montée par un biologiste américain qui s'appelle John Engler. John Engler, il a expérimenté sur ces guppies. Et voilà ce qu'il nous dit. En l'absence de prédateurs, vous prenez une population mélangée de guppies mâles. Mélangée, ça veut dire avec certaines guppies qui ont, qui ont des petites taches, des taches fines, et d'autres qui ont des taches grossières. Et vous placez cette population en deux parties. La première partie, vous la mettez sur un substrat grossier, et la deuxième partie, vous la mettez sur un substrat fin. Eh bien, moins de 15 générations après, 15 générations, c'est-à-dire à peu près 3 ans après, vous vous apercevez que tous les guppies mâles qui avaient été placés sur un fond grossier, ont des taches fines, tous les guppies mâles qui avaient été placés sur un substrat fin ont des taches grossières. Au fond, ici, la sélection sexuelle a favorisé les taches qui distinguent les guppies du fond du bassin et leur permettent d'être remarquées par les femelles. Recommençons maintenant cette expérience, mais cette fois en présence d'un prédateur. Vous voyez ici,
vous voyez se profiler la silhouette ici à l'horizon. Eh bien, on obtient exactement l'inverse. C'est-à-dire que moins de 15 générations après, eh bien, tous les groupes mâles qui étaient sur un substrat grossier en étage grossière et tous ceux qui étaient sur un substrat fin en étage fine. La sélection naturelle ici a favorisé les tâches qui confondent les groupies avec le fond du bassin et les rendent invisibles, mais peu visibles par leurs prédateurs. Alors c'est une expérience magnifique, je trouve, parce qu'elle est d'abord très claire, ensuite on peut la reproduire tant qu'on veut en aquarium. Mais c'est une expérience d'aquarium. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se passe dans la nature. C'est beaucoup plus complexe dans la nature. Alors pour le comprendre, ça, un certain nombre de biologistes, dont John Miller lui-même, sont allés observer des groupies là où ils se trouvent à l'état sauvage, c'est-à-dire au nord du Venezuela, dans une petite île des Caraïbes, l'île de la Trinité, que vous voyez ici entourée en rouge. L'île de la Trinité, c'est une île qui fait à peu près, disons, 40 km est-ouest et 80 km du nord au sud. Et cette île de la Trinité, c'est une île montagneuse. Hein. Elle a deux caractéristiques tout à fait intéressantes, en plus que d'avoir des groupes. La première caractéristique, c'est que sa partie nord représente une véritable gamme de rivières expérimentales. Regardez ici la carte que j'ai mise en bas, avec la ligne de crête indiquée en pointillé. De part et d'autre de cette ligne de crête, vous avez des cours d'eau qui vont aller vers la mer. Alors au nord, ça va être des petits cours d'eau d'une dizaine de kilomètres de longueur, tous parallèles les uns par rapport aux autres. Et au sud, ça va être des cours d'eau un peu plus grands peut-être, mais tous aussi parallèles les uns par rapport aux autres. Et ça nous donne des possibilités de réplication d'une rivière à une autre rivière, des observations qu'on aura faites, des expériences qu'on aura faites. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique de ces rivières, j'ai dit qu'on était dans une île montagneuse, la deuxième caractéristique, c'est que ces rivières sont parsemées de cascades. Alors, il y a des cascades petites, comme celle-là, et puis il y en a de beaucoup plus grandes. Et les poissons qui vivent dans les rivières, ils ont des comportements totalement différents les uns des autres vis-à-vis de ces cascades. Les groupies, ceux qui nous intéressent, en période de hautes eaux, ils sont capables de remonter ces cascades. Ils sautent, ils adhèrent à des parois humides, ils se faufilent dans les interstices. Les fondules, qui sont des petits poissons, je dirais, carnivores occasionnels, qui sont sans grand danger pour les groupies, eux aussi ils remontent les cascades. Mais ils les remontent de manière différente. Ils n'ont pas la même stratégie. Les fondules, eux, ils vont se tortiller sur les rives. C'est humide, puisqu'on est en période de hautes eaux, et c'est humide, et ils vont se tortiller donc, pour pouvoir remonter les cascades. Mais tous les poissons ne savent pas remonter les cascades. Et en particulier le brochet cyclide, qui est le prédateur le plus féroce des groupies, il ne sait pas remonter les cascades. Et par conséquent, on va le trouver uniquement dans les secteurs aval de ces rivières, jamais dans les secteurs amont. Et alors, nos biologistes, ils ont remonté, ils ont travaillé dans ces rivières. Ils ont remonté le cours des rivières, ils ont franchi les cascades, ils ont observé les groupies, ils en ont prélevé, ils ont monté des expériences sur le bord de ces cours d'eau. Ils ont fait ça pendant plusieurs années, ils le font encore, il y en a d'autres qui le font encore. Je sais que John Handler, après son expérience dont je parlais tout à l'heure, il l'a fait pendant 3 années consécutives. Et David Resnick, qui est un autre scientifique de la même université, l'a refait avec ses élèves, il l'a fait depuis plus d'une quinzaine d'années. Ce qui n'est pas sans danger, parce que ça se passe pendant la période de haute eau. Il y a là-dedans des serpents venimeux. Il y en a un qui s'est fait mordre par un serpent au nez. Il voulait le tenir comme ça, puis c'est revenu. Et puis il y a aussi, dans les sentiers qui longent, ils sont obligés de prendre les sentiers pour remonter les cascades. Et bien dans ces sentiers-là, il y a des braconniers qui mettent des pièges. Et il y en a un ou deux qui s'est fait attraper par des pièges. C'est trop de mal, mais en fait, c'est pas tout à fait grave. En fait, ils sont arrivés à y revenir et ils continuent à y aller. Et ils ont découvert qu'au fond, il y avait 2 types de cyclisme. En aval et en amont des cascades. En aval des cascades d'abord, là où il y a des brochets cyclides, les groupies mâles sont ternes. Et en amont des cascades, là où il n'y a plus de brochets cyclides, il y a simplement des fondules dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient pratiquement inoffensifs, eh bien les groupies mâles sont vivement colorés. Ça, c'est la première différence. Et ce n'est pas la seule différence. Ils ont aussi observé que les femelles, en aval, avec une prédation forte, sont petites, elles parviennent à la maturité sexuelle plus vite, et leurs jeunes sont plus petits, mais plus nombreux.
Et en amont des cascades, c'est exactement l'inverse. Les femelles sont plus grosses, elles arrivent à maturité de façon plus tardive, leurs jeunes sont plus gros et moins nombreux. Et ils ont pu vérifier ces expériences dans ces différentes rivières dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils ont pu aussi vérifier cette expérience, ces observations, par une expérience, une véritable expérience grandeur nature, une expérience que j'appellerais une expérience d'évolution en action. Placez-vous en aval d'une cascade, dans une région, dans un secteur à forte prédation avec les fameux rochers cycliques. Et vous prélevez une partie des goupilles, ceux qui sont sous la loupe ici, et vous transférez ces goupilles dans un secteur amont, à faible prédation, là où il n'y a plus de rochers, il y a simplement quelques fondus. Eh bien, 10 ans plus tard, vous vous apercevez que les goupilles sont plus gros, que les mâles sont plus colorés, que les femelles arrivent à maturité sexuelle de façon plus tardive, qu'elles ont des jeunes plus gros et moins nombreux. Et ce changement évolutif, il est héritable. Il est héritable et ses caractéristiques sont liées les unes aux autres. Et en même temps que ce changement-là, vous pouvez observer aussi que c'est toute la structure et le fonctionnement de l'écosystème qui a changé. En même temps que ces changements, vous vous apercevez que la densité des algues sur le fond, sur les rochers, a changé, que la biomasse des insectes aquatiques a changé, et même que le cycle de vie des autres espèces des fondus a changé. On arrive donc à l'idée que si les conditions de l'environnement influencent l'évolution des goupilles, et bien en retour, l'évolution des goupilles influence les conditions de l'environnement. C'est ce qu'on appelle une dynamique éco-évolutive. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'écologie et l'évolution interfèrent l'une avec l'autre et interfèrent sous nos yeux. Et donc, nous devons comprendre quelles sont les modalités de cette interférence si nous voulons être en mesure de prévoir quelles peuvent être les conséquences des transformations que nous voyons actuellement dans l'environnement. Alors ça, c'est une grande leçon. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que cette grande leçon, elle nous est donnée par une petite espèce de poisson qui vit dans des petites rivières, dans les îles perdues au fond des Caraïbes. Et ceci est d'autant plus intéressant que nous sommes partie prenante nous-mêmes dans cette dynamique éco-évolutive. Nous sommes partie prenante pourquoi? Nous sommes partie prenante parce que nous influençons l'évolution de ces poissons. D'où la deuxième partie, comment influençons-nous l'évolution des poissons? Alors, pour essayer de bien le comprendre, d'essayer de l'expliquer, on va revenir, si vous voulez bien, au lac Victoria. Le lac Victoria, c'est quand même un lac qui a les dimensions de l'Irlande, ce qui n'est pas rien. C'est un lac d'une beauté à couper le souffle, et des gens qui vivent de ce lac, comme le montre ici cette barque de pêcheurs, et qui en vivent de plus en plus nombreux. Et nous avons vu que ce lac Victoria était le théâtre d'une extraordinaire diversification, des cyclides, une diversification qui est unique au monde et qui dépend finalement de deux mécanismes. Un premier mécanisme qui est une séparation par sélection sexuelle, les femelles choisissant leur partenaire mâle sur la base de la coloration, ce qui va favoriser les écarts entre les espèces, l'isolement des espèces les unes par rapport aux autres, et en même temps la diversité des couleurs au sein de la famille des cyclides. Et puis le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme de radiation, on a vu ça, par spécialisation, une spécialisation surtout alimentaire, qui va aussi contribuer à l'isolement des espèces les unes par rapport aux autres, en fonction surtout de leur niche écologique. Et puis il faut ajouter ces fameuses mâchoires pharyngiennes, qui les ont beaucoup aidés, les cyclides, et qui ont contribué fortement à cette diversification. Donc les cyclides, ils avaient tout pour être heureux dans le lac Victoria. Et ils ont été heureux longtemps dans le lac Victoria. Eh bien, en 1980, on s'aperçoit qu'un certain nombre de cyclides, les cyclides endémiques du lac, disparaissent du lac Victoria. Et l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, nous indique qu'il y a 54 espèces de cyclides endémiques qui ont disparu sur les 234. Et parmi les disparus, vous avez ces Daclochromie sichmaeli qu'on ne retrouve plus maintenant que dans les aquariums.
et on commence à parler de catastrophe écologique. Et le responsable, il fallait tout trouver. Le responsable, ça serait la perche du Nil. La perche du Nil qui a été introduite en 1950 pour faire la pêche sportive, hein, et qui aurait dévoré les cyclides les uns après les autres jusqu'à l'extinction de certaines espèces. On en a même tiré un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, un film qu'on appelle le cauchemar, qui s'appelle Le Cauchemar de Darwin. Un film à grand succès, un film controversé aussi. Un film controversé parce que, au fond, la réalité, elle est à la fois plus complexe et elle est plus nuancée. Et pour comprendre cette réalité, il faut revenir au début des années 1900, au moment du début de la colonisation britannique, des rives du lac Victoria. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, on a pu voir des déboisements intensifs de grandes surfaces forestières pour la culture du thé, essentiellement. Et ces déboisements, ils ont été jusqu'aux rives même du lac Victoria, comme vous voyez là. Et par ruissellement, on a eu un lessivage des sols qui sont venus s'accumuler dans le lac Victoria. Et en même temps, il y a eu le développement d'une agriculture intensive, sans aucun frein. Une agriculture intensive qui s'est mêlée à ce ruissellement, qui a mêlé à ce ruissellement des engrais azotés ou phosphatés. Et il faut dire qu'encore en même temps, on observe qu'il y a un accroissement extraordinaire de la population humaine sur les rives du lac Victoria. Vous voyez ici la zone en rouge, la zone de plus de 100 habitants par kilomètre carré, vous voyez comment elle s'étend entre 1960 et 2005 dans les 3 pays limitrophes, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Et en fait, on peut dire que dans ce pourtour du lac, dans le bassin du lac, alors qu'il y avait 4,6 millions d'habitants en 1932, il y en a en 2008 35 millions. 35 millions, et le lac leur sert d'exutoire. Le lac leur sert d'exutoire pour tout un tas de choses. Et pour reprendre les termes même d'un journal africain, le lac Victoria sert à tout. Il sert à laver sa voiture, il sert à faire de la lessive, il sert à évacuer les déchets industriels, les déchets agricoles, les déchets domestiques. Il sert aussi à rafraîchir le bétail qui vient piétiner sur le bord du lac. Et tout ceci contribue à l'engraissement du lac. Et cet engraissement, il va faire apparaître des populations qui vont s'accroître de façon extraordinaire, des populations de Jacinto. Et en certaines régions de ce lac, et en certaines époques de l'année, les jacentes d'eau sont tellement exubérantes qu'elles en arrivent à bloquer la navigation. Et ces végétaux aquatiques, ils meurent. Et en mourant, ils vont se décomposer dans l'eau du lac. Donc ils vont épuiser l'oxygène. Et à ce moment-là, on voit des destructions massives et subites de poissons par asphyxie. Et ce même engraissement, il va aussi provoquer une abondance exubérante d'algues du plancton qui vont contribuer à obscurcir les eaux du lac. Et nos petits cyclides, ils ne s'y retrouvent plus, parce que les femelles, elles n'arrivent plus à reconnaître la coloration de leur partenaire mâle. Au fond, chez les cyclides, on ne sait plus qui est qui, et toute spéciation devient impossible, et toute nouvelle diversification devient impossible dans les eaux du lac Victoria. Et alors, vous allez me dire, et la perche du Nil, d'accord. Et bien la perche du Nil, il me semble qu'on peut dire qu'elle a supplanté les cyclides prédateurs, surtout par compétition, beaucoup plus par compétition que par prédation. Vous voyez, les cyclides prédateurs, ils avaient, on a vu, un grand avantage, c'est qu'ils avaient une mâchoire pharyngienne. Mais le fait d'avoir une mâchoire pharyngienne, ça leur rétrécit l'orifice pharyngien. Et l'orifice pharyngien de ce cyclide, en moyenne, il est de 6 mm de diamètre. Vous voyez, les moyennes, c'est des petits carrés ici, en couleur. Mais la perche de Nil, qui est arrivée en 1950, elle n'a pas de mâchoire pharyngienne. Et donc, elle a une ouverture pharyngienne beaucoup plus grande, au moins le double. 12 mm ici, même davantage. Et la conséquence de tout ça, elle vous est donnée par ce petit graphique ici, qui indique le temps de mastication en secondes pour différentes longueurs de proie.
qui existent pour les cyclides, c'est en couleur, les petits points en couleur, et pour la perche du Nil, c'est les points noirs. Et vous voyez que les cyclides, ils mettent beaucoup plus de temps à mastiquer leur proie que les perches du Nil. Et donc, les cyclides qui, pendant très longtemps, ont occupé le haut du pavé de la chaîne alimentaire, eh bien, ils sont supplantés dans leur rôle de top prédateur par les perches du Nil. Et ils vont décliner. Ils vont décliner. Donc, on a là quelque chose de tout à fait surprenant. C'est qu'une innovation évolutive qui a fait le succès de ces cyclides pendant plus de 15 000 ans, ça devient un désavantage fatal, je répète le mot fatal, avec l'arrivée imprévisible de la perche du Nil. Et on en arrive là, on rejoint là plus exactement ce qu'écrit un grand spécialiste de l'évolution, Gerhard Vermeersch, qui est le grand spécialiste aveugle des coquillages marins. Il est aveugle depuis l'âge de 5 ans, et c'est pourquoi il a choisi les coquillages marins pour étudier leur évolution, parce qu'il arrivait à les toucher. Et il a écrit beaucoup de choses. Et il est vraiment tout à fait excellent. Il a écrit ainsi que l'adaptation par sélection naturelle peut contribuer à accorder un organisme et son environnement connu, mais elle ne peut pas anticiper l'avenir. C'est exactement ce qui s'est passé là avec l'arrivée de la perche du Nil, un événement imprévisible qui ne pouvait pas être prévu par les mécanismes d'adaptation. Alors je parle d'avenir, ça nous amène à la troisième partie, et nous, comment évoluons-nous? Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis toujours étonné de voir avec quelle facilité les enfants arrivent à utiliser les téléphones portables, les iPads et même les ordinateurs. Comme si leur esprit n'étant pas encore encombré, ils étaient capables de davantage d'inventivité, davantage d'adaptation. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. L'enfance et l'adolescence correspondent à une période d'adaptation, à une période de création de liens avec les parents, avec les autres adultes, avec les enfants. Et cette période-là, cette période d'immaturité, elle est particulièrement longue dans l'espèce humaine, beaucoup plus que chez les autres vertébrés. Et ceci, ça va favoriser l'émergence d'une évolution de type culturel qui va se produire à côté de l'évolution de type biologique. Je ne dis pas à la place de, à un certain moment, certaines personnes ont cru que c'était à la place. Non, ce n'est pas à la place. Ça vient en plus de l'évolution biologique. Pourquoi? Parce que, au fond, nous n'avons jamais cessé d'évoluer depuis que notre espèce Homo sapiens est apparue en Afrique il y a 200 000 à 300 000 ans. Et cette évolution, elle s'est accélérée il y a environ 10 000 ans avec le développement de l'agriculture, de l'élevage, avec l'organisation des sociétés, avec aussi l'expansion de ces sociétés sur toute la surface du globe. Expansion qui a provoqué des adaptations extrêmement variées à différentes conditions de vie. Et nous savons de mieux en mieux maintenant, depuis quelques années, identifier quels sont les gènes qui sont associés à ces adaptations. On va citer quelques exemples. Avec la pigmentation de la peau et les 4 gènes associés, avec aussi les pressions de sélection qui sont provoquées par la vie en milieu arctique, ou bien par la vie en haute altitude, avec aussi les gènes associés, ou encore la persistance de la tolérance au lactose, avec son gène LCL6 associé qui est soumis à variation. Tolérance au lactose, que vous voyez en 2 endroits, au nord et au sud. Et cette question de cette persistance de la tolérance au lactose, c'est véritablement un cas d'école du lien qui peut exister entre une adaptation de type culturel, une évolution de type culturel et une évolution de type biologique. Tous les nourrissons produisent de la lactase, c'est-à-dire produisent une enzyme qui est capable de décomposer le lactose. Le lactose étant le principal sucre du lait. Et c'est ainsi que tous les nourrissons peuvent digérer le lait maternel. Et puis vers l'âge de 7 à 8 ans environ, le gène de la lactase s'éteint. Et les adultes ne savent plus digérer le lait.
Actuellement, on compte qu'environ 35% de la population humaine est capable de digérer du lait à l'état adulte. Mais ce pourcentage il est très inégalement réparti sur la surface de la Terre. En somme, il existe une sorte de géographie de la lactase. Et vous voyez ici des zones qui sont beaucoup plus foncées que les autres. Ce sont des zones pour lesquelles la population adulte qui peut boire du lait dépasse 90%. Ces zones, vous les avez au nord-ouest de l'Europe, vous l'avez à l'ouest, tout à fait à l'ouest de l'Afrique, au Moyen-Orient avec la Jordanie, et puis en Asie avec l'Afghanistan. Et entre ces zones-là, il y a tout un tas d'autres possibilités de pourcentage. Jusqu'à des pourcentages inférieurs à 10%, ce sont les zones les plus blanches au sud de l'Afrique ou bien en Extrême-Orient. Et quand on regarde bien les choses, on s'aperçoit que ces zones pour lesquelles plus de 90% de la population peut boire du lait, ce sont des zones qui ont des populations qui ont une longue tradition d'élevage du bétail, une longue tradition d'économie laitière. Et cette partie-là, l'Europe du Nord-Ouest, elle est tout à fait intéressante à considérer dans cette optique-là, dans l'optique de ce qu'on a pu appeler la révolution laitière. Vous avez appris, je pense, qu'il y a 11 000 ou 10 000 ans avant notre ère, la culture néolithique se développe au Moyen-Orient. C'est le début de l'agriculture, c'est le début de la domestication des animaux laitiers, et les éleveurs apprennent à diminuer, à décomposer plus exactement le lactose par fermentation, en produisant du fromage, en produisant des yogourts, qui sont capables de digérer à l'état adulte, même s'ils ne peuvent pas digérer le lait. Ne pas digérer le lait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des nausées, on a des vomissements, des bruits qui ne sont pas du tout agréables. Donc ils apprennent à décomposer dans les fromages et donc à pouvoir digérer les fromages et les yogourts. Et cela se répand. Cela se répand en Grèce et dans les Balkans entre 8400 et 8000 ans avant notre ère. Et puis, 7500 ans avant notre ère, apparaît une mutation génétique dans les grandes plaines d'Europe, en Hongrie en particulier, une mutation génétique par laquelle les adultes deviennent capables de digérer le lait. Le gène de la lactase réapparaît. Et cette mutation, elle va être sélectionnée au fur et à mesure que les populations vont migrer vers le nord-ouest de l'Europe. Elle va être sélectionnée. Pourquoi? Parce qu'elle apporte un avantage décisif à ces populations, sur le plan de la robustesse, sur le plan de la survie. Et c'est ainsi que 6500 ans avant notre ère, déjà, cette zone qui était une des zones avec plus de 90% de la population qui pouvait digérer du lait, se trouve répartie. Et on a là une évolution qui est à la fois une évolution de nature culturelle et une évolution de nature biologique. On a pu dire même qu'elle était 100% culturelle et 100% biologique. Et plus généralement, on peut affirmer que l'évolution humaine, c'est le produit d'une double transmission. D'abord une transmission génétique, avec une simple filiation parentale, et ensuite une transmission culturelle, avec une filiation dans laquelle interviennent avec les parents, les proches, les moins proches, les normes sociales, les semblables, les dissemblables, les enfants. Et entre ces deux types de transmission, vous avez des interférences, vous avez des interactions. Ce qui a permis à Eva Jablonka et Marion Lamb, dans leur livre qui a été réédité en 2007, de parler des 4 dimensions de l'évolution: génétique, épigénétique, comportementale et symbolique. Symbolique étant simplement le langage. 4 dimensions qui sont imbriquées les unes dans les autres, qui sont même corrélées les unes aux autres, et 4 dimensions qui sont soumises à la sélection naturelle, dont les variations sont soumises à la sélection naturelle. Et les livres se sont multipliés au cours des 3 ou 4 dernières années sur ce sujet, avec le secret de notre succès, avec différentes sortes d'animaux, ou comment la culture a transformé notre espèce, avec un titre aussi que je trouve extraordinaire, c'est La symphonie inachevée de Darwin. Et ces livres, les auteurs de ces livres, sont tous d'accord sur l'idée que l'évolution porte sur tous les caractères génétiques ou non génétiques des organismes vivants. Et si j'avais un livre à vous recommander,
si je pouvais me le permettre, ça serait celui-là, qui est paru aussi en 2018, qui est en français celui-là, qui s'appelle Variation sur l'histoire de l'humanité. Il est préfacé par Yves Coppens. Et dans ce livre, un certain nombre de chercheurs, comme les noms sont indiqués ici, beaucoup appartiennent au Muséum d'histoire naturelle, un certain nombre de chercheurs nous proposent une relecture des articles de départ, des articles fondateurs de personnages tels que Lamarck, Darwin, Stephen Wood ou bien Lévi-Strauss, et dans lesquels ils s'accordent pour montrer quelles sont les interactions intéressantes et possibles entre l'évolution de nature culturelle et l'évolution de nature biologique. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces lectures en résumé, en conclusion? Je retirerai deux remarques. La première remarque, c'est que l'évolution humaine s'est accélérée, à tel point que dans un de ses livres, Cochrane et Harpenny nous indiquent que l'évolution humaine des 5000 dernières années a été 100 fois plus rapide que l'évolution des hominidés qui ont précédé ces 5000 ans. Pourquoi? Bien d'abord parce qu'il y a un accroissement de population, et avec un taux de mutation semblable ou voisin, plus il y a de monde, plus il y a de mutation. Ensuite, à cause des échanges génétiques entre populations, à cause de ces migrations incessantes des populations, vers le nord, vers le sud, l'ouest, l'est, à cause des contacts qu'ils ont pu avoir, à cause des guerres même qu'ils ont pu se faire. Ensuite, le progrès des soins apportés aux enfants, qui ont permis à davantage d'individus de parvenir à l'état adulte, c'est-à-dire à un état où ils sont capables de transmettre leurs gènes aux successeurs. Et enfin, adaptation à de nouveaux environnements, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont à l'origine de nouvelles mutations, de nouvelles civilisations. Donc, première remarque, l'évolution humaine s'est accélérée. Et deuxièmement, l'évolution n'est pas terminée. Pas plus pour nous que pour les autres organismes vivants. Elle n'est pas terminée, nous ne pouvons pas échapper au mécanisme de l'évolution. Nous ne pouvons pas échapper à ces mécanismes, mais nous pouvons influencer notre trajectoire évolutive. Nous pouvons l'influencer à cause justement de ces différentes dimensions de l'évolution, la génétique, l'épigénétique, la comportementale et la culturelle. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, nous sommes partis des poissons. Et nous avons vu que pour les poissons, comme pour les humains, l'évolution peut être rapide, elle peut s'accélérer, elle n'est jamais définitive, jamais totalement terminée. Mais la différence avec les poissons, c'est que nous avons ce pouvoir de modifier notre trajectoire évolutive. Ce qui est un pouvoir absolument inouï, un pouvoir exorbitant et qui nous oblige. C'est un pouvoir, au fond, qui nous rend responsables. D'abord, on le dit souvent, mais il faut le répéter, qui nous rend responsables donc de l'environnement que nous léguons à nos enfants, mais aussi et surtout, et je voudrais insister là-dessus, c'est un pouvoir qui nous rend responsables de l'aptitude de ces enfants à comprendre et à respecter l'évolution de la vie sur cette planète. Ce qui s'apprend dès l'école, ce qui s'apprend pendant cette période d'immaturité dont j'ai parlé tout à l'heure, et où tout se joue. Et dire cela, c'est dire l'importance du rôle des enseignants. Une importance qui, me semble-t-il, est trop souvent passée sous silence quand on parle des changements environnementaux actuels, y compris du changement climatique. Voilà, c'est sur ce point et sur cette image rafraîchissante que je terminerai et que nous pouvons passer aux questions, si vous voulez bien. Bien, je remercie M. Descamps pour cet exposé magnifique pour ma part. Je trouve qu'il a abordé beaucoup de points dont certains de vos camarades, notamment donc, des années ont entendu parler, la notion de compromis, la notion de sélection, de valeur sélective, même si elle n'a pas été évoquée, en tout cas elle était en filigrane. Il a terminé sur la notion de trajectoire évolutive. Moi, j'étais particulièrement sensible à la dynamique de l'exposé de M. Descamps et surtout à son enthousiasme.
et je vous souhaite, à l'âge que vous avez, d'avoir la même trajectoire évolutive que lui. Voilà. On va passer aux questions, s'il y en a. Comment on sait qu'il y a 6500 ans, 90% des gens savaient digérer le lactose? C'est pas il y a 6500 ans, c'est actuellement. C'est ce qui se produit actuellement. On est arrivé à ça petit à petit. On est arrivé à ça petit à petit, puisque, comme je vous l'ai montré en Europe, par exemple, ça n'est arrivé qu'au moment où il y a eu cette mutation. Mais alors, comment on est arrivé à... C'est ça peut-être votre question. Comment on est arrivé à identifier, à localiser cette mutation. Il y a eu des recherches qui ont été faites non seulement par les paléontologues, mais aussi par des gens qui s'intéressent à la vaisselle de nos ancêtres et qui ont pu arriver à analyser les bols. Et en analysant ces bols, ils se sont rendus compte que du lait, et que par conséquent, il y avait cela. Et en même temps, avec les analyses ADN qu'on a faites, on arrive à remonter très loin. On arrive à voir très précisément, puisqu'on connaît bien le gène, qu'à cette époque-là, effectivement, il y a eu une mutation. Et qu'à cette époque-là, il y a 6500 ans, il y a eu des hommes qui ont pu boire de l'eau à l'état. Ce qui ne pouvait pas faire. Et ce que ne peuvent pas faire actuellement, il y a que 35% de la population humaine qui est capable de le faire. Et très souvent, on voit que, avec les migrations actuelles, avec les gens qui vont, par exemple avec les Asiatiques qui vont vivre aux États-Unis, les Américains se sont beaucoup étonnés de voir qu'ils ne pouvaient pas digérer le lait. Comment ça se fait? Ils ne peuvent pas digérer le lait, enfin, quoi, c'est des racontants, etc. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas le gène qu'il faut. Et que ça a été une évolution qui est apparue au fil du temps et qui n'existe pas chez toutes les populations. Et qui même chez nos populations n'existe pas à 100%, parce que 90%. C'est bon, Bernard. Comme vous voyez, pour la recherche, il faut avoir du bol. Exactement. Je ne sais pas. C'était juste pour savoir quelle formation vous avez suivie pour faire votre métier. Pardon, Quelle formation? Alors, moi j'ai fait ma thèse dans les Pyrénées, un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'Oregon. J'ai fait ma thèse sur les trichoptères. Les trichoptères, je ne sais pas si vous avez vu ça, ce sont des bestioles qui vivent dans l'eau, dont les larves construisent des fourreaux. Et les pêcheurs, justement, on revient aux pêcheurs, ils s'en servent énormément pour pêcher. Donc ma thèse, elle portait sur pourquoi il y avait telle et telle espèce de trichoptère dans tel et tel endroit, dans tel et tel cours d'eau, et pas ailleurs. Par exemple, pourquoi on avait une certaine communauté de trichoptères dans les cours d'eau qui provenaient des prés, et puis dans les cours d'eau qui provenaient des lacs, dans les exutoires de lacs. Combien d'espèces il y avait? J'ai trouvé même des espèces nouvelles, il y a 4 ou 5 espèces nouvelles qu'on ne connaissait pas. Je suis très fier de ça. Donc j'ai passé ma thèse là-dessus, et puis il fallait qu'au moment de ma thèse, j'allais crapahuter dans les Pyrénées avec ma femme, avec Odile. Odile qui est botaniste, et qui me disait, mais tu as toujours ton nez dans les cours d'eau, avec ton trou de l'eau, et tu ne regardes pas ce qu'il y a sur le côté. Il y a des rhododendrons, il y a ceci, il y a cela. Et peut-être que ça joue un rôle tout à fait important, peut-être plus important que tout ce que tu regardes dans ton cours, dans la dispersion, dans la répartition de tes espèces. Et je l'ai écouté, tellement bien écouté, qu'après ma thèse, eh bien, j'ai accepté une charge qui était la direction d'un service qu'on appelle le service de la carte de la végétation. Et on a terminé la carte de la végétation, et en même temps, mon rôle était d'essayer de monter un laboratoire de recherche dans un laboratoire qui était surtout un laboratoire de service cartographique. Et alors là, évidemment, j'ai sauté à pieds joints sur l'occasion pour essayer de mieux comprendre les relations qui existaient entre les bassins versants et les cours d'eau qui sont les exutoires de ces bassins versants. Et c'est là qu'on a pu étudier
en particulier tous les problèmes de dénitrification le long des rives des cours d'eau. C'est là qu'on a pu étudier le rôle de ce qu'on a appelé la végétation riveraine qui borde la plupart des cours d'eau et qui est une sorte d'écotone, on appelle ça un écotone, une interface entre l'eau et le terrain à côté. Et qui est tout à fait intéressante à considérer d'une part parce que ça joue un rôle de dépollution et d'autre part parce que ça forme un corridor. Vous savez que maintenant c'est la mode des corridors, et ce corridor il permet aux espèces de naviguer à droite et à gauche, de remonter les cours d'eau, et donc on a là quelque chose de tout à fait intéressant pour la conservation de la nature. Voilà en gros. Et puis alors après, depuis que je suis à la retraite depuis l'an 2000, je me suis intéressé d'abord aux événements climatiques extrêmes. À l'Académie, on m'a demandé de monter un rapport là-dessus. Ce que j'ai fait avec tout un tas d'autres spécialistes, où j'ai beaucoup appris. Ça m'a même permis d'aller participer au comité international qui a fait un rapport avec le GIEC. Et puis maintenant, alors je m'intéresse de plus en plus à cette question de liaison entre l'évolution et l'écologie. Parce que je trouve que c'est vraiment l'avenir de l'écologie. Bien intégrer l'évolution pour essayer de mieux comprendre comment les espèces peuvent continuer finalement malgré tout ce qu'on fait subir à l'environnement. Et ça me paraît, il me semble que c'est notre rôle à nous chercheurs que de faire ça. C'est pas que je vais dire que protéger la nature, participer aux associations de protection de la nature, c'est important. C'est important. Mais il faut aussi essayer d'avancer sur le plan des concepts, d'avancer sur le plan de la compréhension à la fois de la dynamique écologique et de la dynamique évolutive. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la dynamique éco-évolutive. Voilà ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonsoir. Alors, en ce moment, on entend parler, quand on entend parler d'écologie, dans les journaux, on lit que d'ici 2050, il y aura plus de poissons dans la mer, ou du moins il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer. Du coup, on se doute qu'il y aura moins de diversité génétique. Et du coup, j'aimerais savoir si cela arrive, comment est-ce qu'on pourra exercer le métier que vous avez fait ? D'abord, je crois que ça n'arrivera pas. Bon, mais il y a un danger, je suis bien d'accord. Il y a un grand danger, la question des plastiques, c'est un gros problème. Maintenant qu'en 2050, les poissons ont tous disparu de la mer, je ne m'attendais pas. Je ne suis pas très sûr. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que vous savez qu'actuellement, l'Académie des sciences est en train de préparer un rapport sur les plastiques. Et ici à Toulouse, il y a toute l'équipe de chimie qui s'intéresse au plastique et qui a été travaillée justement sur les zones dans lesquelles il y a des concentrations de plastique, sur sur plusieurs mètres d'épaisseur. Et c'est vrai que c'est vraiment un problème tout à fait important, parce que ça se partage de fines particules qui sont ingérées par les poissons. Alors qu'est-ce qu'ils font avec ça? On ne sait pas trop. Il me semble avoir vu qu'il y avait des possibilités de dépollution. Mais il n'y a pas que les poissons, il y a aussi les oiseaux. Les oiseaux, les oiseaux marins en particulier, ils viennent fondre sur tout ce qui brille. Les plastiques, parfois, ça brille. Et les algues. Et c'est vrai que ça crée un problème. Mais non, répondre à la question précisément, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas du tout, et je ne pense pas qu'on puisse. On n'a pas d'éléments qui nous permettent de dire en 2050 il y aura plus de poissons à cause du plastique. On peut dire il y aura une pollution, il y a une pollution déjà qui s'exerce et qui s'intensifie, et si on n'y prend pas garde, ça va devenir de pire en pire. Donc il faut faire quelque chose, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. La question était très ouverte. Je voulais revenir sur un point de votre exposé sur les cookies. Il y a quelque chose qui me chiffonnait, les cookies. Oui. Lorsque vous aviez parlé de cette expérience
de réintroduction des goupilles de l'aval, qui étaient ternes, qui leur permettaient d'échapper aux prédateurs, quand on les avait réintroduits dans les parties amont, a priori, on pourrait pourtant se dire qu'ils ont un désavantage du point de vue reproductif, ceux-là, puisqu'ils sont plus ternes. Donc comment expliquer cette modification si rapide de l'écosystème alors qu'on a réintroduit des animaux qui a priori sont désavantagés d'un point de vue reproductif? Oui. De mon point de vue, ça montre avec quelle rapidité ils sont capables d'évoluer. Ils sont capables de changer de couleur en 2 générations. Ah oui, d'accord. 2 ou 3 générations. Et donc, ils se mettent au diapason en quelque sorte. Ils voient le copain qui a plus de succès que lui parce qu'il est coloré, bien vite, par sélection naturelle, on ne voit plus que des colorés. D'accord. Et donc, parce qu'ils sont ternes, d'accord, mais il y a une variation dans cette ternitude aussi. Et la sélection naturelle va s'appliquer sur cette variation, faire en sorte que le groupe, qui justement, c'est là l'avantage de ces poissons, c'est qu'ils évoluent de façon très rapide et on arrive à ça. Mais sinon, vous avez dit,